Le film policier était un genre mineur. Je crois que c'est un genre majeur, mais très difficile à faire. Il le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, Lino Ventura ne cherchait plus à corriger l'image qu'on avait de lui. Il ne donnait pas d'interview pour régler des comptes. Il ne cultivait pas le scandale. Pourtant, derrière ce silence presque intimidant, un nom restait accroché à sa mémoire. Un nom associé à une humiliation qu'il n'a jamais digérée. Le cinéma français des années 60 et 70 était un champ de bataille feutré. On y souriait sur les plateaux, on s'embrassait aux avant-premières, mais la violence était ailleurs. Elle se glissait dans une phrase lancée à la presse, dans une comparaison blessante, dans un rôle retiré sans explication. Ventura, ancien lutteur, devenu acteur presque par accident, n'appartenait pas aux cercles élégants. On l'a longtemps regardé comme un corps avant de le regarder comme un artiste. On l'a exposé comme une gueule, pas comme un talent. Il a encaissé les attaques médiatiques, les critiques qui le disaient limité, les articles qui le comparaient sans cesse aux figures plus installées. Il ne répondait pas, il travaillait, il construisait son image pierre après pierre sans jamais demander qu'on l'aime. Mais certaines blessures ne se referment pas. Certaines trahisons laissent des cicatrices invisibles qui ne disparaissent jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'ego, il s'agissait de respect, d'être reconnu comme un homme entier, pas comme une caricature. Derrière son regard dur, il y avait une mémoire précise des moments où il s'est senti brisé ou humilié. Et parmi tous ces visages, un seul a cristallisé cette colère silencieuse. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Lino Ventura était vraiment. Lino Ventura n'était pas destiné au cinéma. Né en 1919 à Parme en Italie, il arrive en France enfant. Son père disparaît tôt. Sa mère élève seule ce garçon massif qui apprend très vite que le respect ne se donne pas, il se prend. Il quitte l'école jeune. Il enchaîne les petits métiers. Il devient lutteur professionnel. Son corps parle avant lui. Quand il entre dans le cinéma au milieu des années 50, ce n'est pas par vocation romantique. C'est presque un accident. On lui propose un rôle dans Touchez pas au Grisby aux côtés de Jean Gabin. Il accepte sans imaginer que ce sera le début d'une carrière monumentale, mais dès le départ, le regard posé sur lui est dur. On ne voit pas un acteur, on voit une gueule, une carrure, une menace. La presse le classe vite, trop vite, acteur brutal, second rôle musclé, présence physique avant tout, on doute de sa finesse, on doute de son intelligence artistique. Dans un milieu dominé par des figures cultivées élégantes, Ventura fait tâche. Il ne sort pas des conservatoires. Il ne fréquente pas les salons littéraires. Il parle peu. Il observe beaucoup. Les humiliations sont discrètes, mais constantes. Des rôles importants qui lui échappent parce qu'il n'a pas le profil. Des interviews où on le compare sans cesse aux géants déjà installés. Des réalisateurs qui le considèrent difficile parce qu'il refuse de se plier à certaines concessions. Il n'aime pas les compromis. Il n'aime pas les trahisons. Il n'aime pas qu'on joue avec sa parole. Sa célébrité grandit. Mais avec elle, la pression augmente. On attend de lui qu'il incarne la virilité froide du cinéma français. On le fige dans un archétype. Il sent qu'on l'enferme, qu'on l'expose comme un symbole plus que comme un homme. Cette sensation de contrôle perdu nourrit sa méfiance. Ventura n'était pas un héros lisse, c'était un homme fier, un homme blessé tôt, un homme qui n'oublie pas. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro CINQ, Jean-Paul Belmondo. C'était une rivalité que personne ne voulait reconnaître mais que tout le monde voyait. À la fin des années 60, le cinéma français change de visage. La nouvelle vague impose son rythme. Les jeunes acteurs deviennent des icônes modernes. Belmondo incarne cette liberté insolente, ce sourire ironique, cette désinvolture qui séduit la presse. Pendant ce temps, Ventura reste ancré dans une autre école, plus rigide, plus dense, moins spectaculaire. Au début, il n'y a pas de conflit ouvert, il y a des comparaisons, toujours les comparaisons. Les journaux parlent de 2 masculinités, 2 symboles, 2 générations. On écrit que Belmondo représente l'avenir et que Ventura appartient au passé. Ce mot le frappe, passé, comme si on tentait déjà de le briser. La violence ne vient pas d'un coup, elle s'installe.
Les producteurs privilégient Belmondo pour les projets audacieux. Les critiques encensent son audace physique, ses cascades, son charisme lumineux. Ventura lui est décrit comme massif, fermé, moins moderne. Il sent qu'on le place en opposition constante. Il est exposé comme l'acteur sérieux face au héros populaire, comme si l'un devait effacer l'autre. Un jour, lors d'une interview, Belmondo évoque la nécessité pour le cinéma français de laisser respirer de nouveaux visages. La phrase est vague, mais Ventura comprend. Il ne dit rien publiquement. Il ne répond pas. Il garde le silence. Pourtant, ceux qui le connaissent parlent d'un regard glacé après avoir lu l'article. Ce n'était pas une attaque frontale. C'était plus insidieux, plus humiliant. Le moment le plus dur survient lors d'une avant-première où la presse encense Belmondo comme le seul acteur capable de porter le renouveau français. Ventura est là, présent, ignoré. Les flashs crépitent autour de l'autre. Lui reste en retrait. Il sourit à peine. Ce n'est pas la jalousie qui le ronge. C'est le sentiment d'être réduit. Détruit symboliquement. Pour Ventura, le respect comptait plus que la popularité. Être effacé par la narration médiatique, voilà ce qu'il ne supportait pas. Il ne s'agissait pas d'une guerre d'hommes. Il s'agissait d'une guerre d'images. Et dans cette guerre, il a estimé avoir été attaqué. Il ne l'a jamais insulté. Il ne l'a jamais confronté publiquement. Mais il ne lui a jamais accordé sa confiance. Certaines rivalités ne meurent jamais. Numéro 4, Claude Sautet. Il s'est senti trahi. Avec Claude Sautet, il n'était pas question d'ego médiatique ou de comparaison générationnelle. Il s'agissait de confiance. Ventura respectait les réalisateurs qui savaient diriger sans manipuler. Il aimait les hommes clairs, directs, loyaux. Au début, il pensait que Sautet était de ceux-là. Leur collaboration semblait naturelle. Sautet admirait la présence brute de Ventura. Ventura reconnaissait l'intelligence du metteur en scène. On parlait d'un projet ambitieux. Un rôle écrit presque sur mesure. Les discussions étaient avancées. Rien n'était signé, mais la parole avait été donnée. Pour Ventura, la parole valait contrat. Puis le silence s'est installé. Quelques semaines plus tard, la presse annonce que le rôle principal sera finalement confié à un autre acteur. Pas un inconnu, un visage plus bancable, plus séduisant pour les producteurs. Ventura apprend la nouvelle dans un journal. Personne ne l'a appelé. Personne ne lui a expliqué. Ce n'était pas seulement une décision artistique. C'était une humiliation publique. Être remplacé est une chose. L'apprendre par la presse en est une autre. Il s'est senti exposé, dévalorisé, comme si son nom ne suffisait plus, comme si son poids dans le cinéma français pouvait être déplacé sans considération. La violence de ce moment ne s'est pas jouée dans une dispute. Il n'y a pas eu de scène spectaculaire. Il y a eu un regard fermé, un silence plus long que d'habitude. Ventura ne criait pas, il coupait, définitivement. Il estimait qu'on l'avait trahi. Et il ne pardonnait pas les trahisons. Dans une interview ultérieure, il évoque à demi-mot certains réalisateurs qui oublient trop vite d'où vient leur succès. La phrase vise peu de gens. Mais ceux qui connaissent le contexte comprennent. Le message est froid, calculé, sans hystérie. Pour Ventura, cette affaire marque un point de rupture. Il devient encore plus méfiant. Il exige des engagements écrits. Il se referme. Le monde du cinéma n'est plus un terrain d'art. C'est un terrain stratégique. On attaque sans prévenir. On détruit sans bruit. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 3, Alain Delon. C'était une guerre d'images. Lorsque Ventura partage l'écran avec Delon dans Les Aventuriers, le public voit une alliance. Deux présences fortes. Deux visages du cinéma français. Mais derrière la réussite commerciale, quelque chose se fissure. Ventura sent très tôt que le terrain n'est pas neutre. Il ne s'agit pas seulement de jouer. Il s'agit d'occuper l'espace. Delon comprend la presse. Il sait comment se placer, comment contrôler un cadre, comment imposer son aura avant même que la caméra tourne. Ventura, lui, ne joue pas ce jeu. Il vient du combat réel. Il pense que le respect se gagne sur le plateau, pas dans les interviews. Cette différence crée une tension silencieuse. Pas d'explosion, pas d'insulte, une froideur progressive. La violence ne vient pas d'un scandale public. Elle s'installe dans les détails.
les affiches où le nom de Delon apparaît avant, les photographies promotionnelles où il occupe le centre, les articles qui parlent du nouveau roi du cinéma français sans mentionner Ventura. À chaque sortie médiatique, le même récit. Delon incarne l'avenir. Ventura représente la force brute d'un cinéma plus ancien. Comme si l'un devait remplacer l'autre, Ventura lit. Il observe. Il comprend que l'opinion se fabrique. Il n'aime pas cette mécanique. Il se sent exposé comme une figure dépassée. Il ne se voit pas comme une relique. Il se voit comme un pilier. Être relégué au second plan n'est pas une question d'ego. C'est une question de dignité. Il estime que le système l'attaque indirectement en glorifiant l'autre. Le moment le plus froid survient lors d'une conférence de presse où un journaliste demande à Delon s'il se considère supérieur à Ventura. Delon répond avec un sourire contrôlé. Il parle de styles différents, de générations différentes. La salle rit légèrement. Ventura reste immobile. Il ne coupe pas, il ne corrige pas. Mais il comprend le message. La hiérarchie est en train d'être fixée publiquement. Ce n'est pas l'ambition de Delon qu'il déteste. C'est la manière, le calcul, la stratégie. Ventura n'a jamais voulu séduire le système. Il voulait qu'on le respecte pour ce qu'il est, pas qu'on le compare, pas qu'on le mesure face à un autre comme dans un concours permanent. Cette comparaison constante le brise intérieurement. Il sent qu'on tente de redéfinir sa place. Ils continueront à se croiser, à travailler dans le même milieu, à échanger des salutations correctes. Mais la confiance n'existe plus. Ventura ferme la porte intérieurement. Il ne confronte pas. Il coupe, définitivement. Il ne lui a jamais pardonné. Numéro 2. Jean Gabin. Personne ne l'a écrasé aussi silencieusement que lui. Quand Ventura entre dans le cinéma avec Touché, pas au Grisby, il se retrouve face à une montagne. Jean Gabin n'est pas seulement un acteur. Il est une institution, une référence absolue, une voix, une posture, une autorité naturelle. Ventura débute à ses côtés. Le contraste est brutal. Gabin maîtrise l'espace. Ventura apprend à ne pas le gêner. Au départ, il y a du respect. Ventura admire la précision de Gabin, sa retenue, sa manière de dominer sans élever la voix. Mais très vite, la presse construit une comparaison toxique. On écrit que Ventura est le nouveau Gabin, puis on précise qu'il ne le sera jamais. La phrase est répétée. Comparaison après comparaison. Ventura n'a pas encore bâti son identité qu'on le place déjà dans l'ombre d'un autre. La violence n'est pas une dispute entre les deux hommes. Gabin ne l'attaque pas publiquement. Il n'en a pas besoin. Son simple statut suffit à écraser. Chaque rôle que Ventura accepte est analysé à travers le prisme Gabin. Chaque performance est mesurée. On parle d'imitation, de continuité, jamais d'originalité. Ventura se sent exposé comme un héritier non désiré. Un jour, un projet circule. Ventura est pressenti pour un rôle fort. Le scénario évolue. Les producteurs hésitent. Le nom de Gabin apparaît comme alternative. Le doute s'installe. Finalement, Ventura est écarté. Officiellement pour des raisons artistiques. Officieusement parce que la présence de Gabin garantit plus de sécurité. Ventura comprend la règle. Face à une légende, on ne discute pas. Le moment le plus humiliant survient lors d'un entretien télévisé où un journaliste demande à Ventura s'il accepte d'être considéré comme dans la lignée de Gabin. Il répond brièvement. Il refuse l'étiquette. Mais le mal est fait. Être réduit à une succession, c'est être privé d'identité. Il sent qu'on le détruit symboliquement en le reliant constamment à un autre homme. Gabin, de son côté, reste distant, professionnel, correct, mais jamais fraternel. Pas de geste public de reconnaissance. Pas de déclaration forte pour casser la comparaison. Ce silence pèse. Ventura aurait être accepté l'ombre si elle avait été accompagnée d'un signe de respect. Il ne l'a pas reçue. Ce n'est pas une haine spectaculaire. C'est une blessure d'orgueil profonde. Ventura ne voulait pas remplacer Gabin. Il voulait exister sans lui. Or, pendant des années, son nom a été attaché au sien comme une ombre indélébile. Certaines ombres ne disparaissent jamais. Numéro 1, Michel Audiard. C'était celui qui l'a exposé sans qu'il puisse se défendre. Avec Michel Audiard, la blessure n'était pas visible au premier regard.
Il n'y avait pas de duel médiatique, pas de comparaison générationnelle. Il y avait quelque chose de plus subtil, plus dangereux. Audiard écrivait des dialogues tranchants, ironiques, mordants. Il savait transformer un personnage en icône grâce à une réplique. Ventura a travaillé dans cet univers, et c'est là que le malaise est né. Au début, Ventura admire la précision des textes, l'efficacité des mots. Les répliques deviennent cultes. Le public applaudit. Les critiques célèbrent l'esprit Audiard. Mais progressivement, Ventura ressent une dérive. Ses personnages deviennent des figures presque caricaturales. Des hommes durs, fermés, parfois brutaux, enfermés dans une masculinité sans nuance. Le public rit parfois là où lui cherchait la gravité. La violence ne vient pas d'une attaque personnelle. Elle vient de l'image construite. Audiard contrôle le ton. Il contrôle la perception. Ventura se sent dépossédé. Exposé comme une silhouette rigide, il ne maîtrise plus totalement ce qu'il représente à l'écran. Le succès renforce le phénomène. Plus les films marchent, plus l'image se fige. Un soir, lors d'une projection, une scène déclenche des rires inattendus. Ventura observe la salle. Il comprend que le public ne voit plus seulement un homme fort. Il voit un symbole presque ironique. Cette réaction le blesse. Il ne veut pas être un effet. Il ne veut pas être réduit à une mécanique verbale. Il veut être un homme entier. Audiard lui continue d'écrire avec la même audace. Il ne modifie pas son style, il défend son œuvre. Pour lui, la force du personnage vient précisément de cette tension entre sérieux et ironie. Ventura n'est pas d'accord. Il estime que certaines répliques l'exposent inutilement, qu'elles attaquent ce qu'il protège le plus, sa dignité. Le conflit ne devient jamais public. Il reste froid, mais il est réel. Ventura prend ses distances. Il choisit ses projets avec plus de prudence. Il veut retrouver le contrôle, ne plus être brisé par une perception qu'il ne décide pas. Pour Ventura, cette affaire dépasse l'ego. Elle touche à l'identité. Être humilié par une image qu'on ne reconnaît pas est une forme de trahison silencieuse. Il ne l'a pas crié. Il ne l'a pas expliqué. Il a simplement coupé, et il ne lui a jamais pardonné. Especial pique Simone Ventura. Ce n'était pas une ennemie, mais c'est là que la blessure a été la plus profonde. On parle souvent des rivalités d'acteurs, des conflits d'ego, des humiliations publiques. Mais chez Ventura, la cicatrice la plus silencieuse ne vient pas du cinéma. Elle vient de la vie privée, de ce qu'il ne pouvait pas contrôler, de ce qu'aucun dialogue ne pouvait corriger. Simone Ventura n'a jamais cherché la lumière. Elle est restée en retrait, discrète, solide. Leur relation n'a pas été un scandale, pas une guerre médiatique. Pourtant, c'est à travers cette relation que Ventura a été confronté à sa plus grande vulnérabilité. La maladie de leur fille Linda, atteinte d'un handicap sévère, a bouleversé l'équilibre familial. Ventura, homme de contrôle et de force, s'est retrouvé impuissant. La violence ici n'est pas une attaque extérieure, c'est une attaque du destin. Ventura se replie. Il crée plus tard l'association Personnage pour soutenir les personnes handicapées. Il transforme la douleur en action. Mais derrière l'engagement public, il y a une fracture intime. Il porte la culpabilité, la fatigue, le silence. Simone observe ce changement. Elle voit l'homme se durcir encore davantage, plus fermé, plus méfiant. Le cinéma devient secondaire. La priorité devient la protection. Ventura coupe certains projets, refuse certaines expositions médiatiques. Il ne veut plus être exposé comme une figure publique pendant que sa famille lutte en privé. La blessure ici n'a pas de responsable clair. Ce n'est pas une trahison volontaire, mais c'est une épreuve qui le brise différemment. Il comprend qu'il peut affronter la presse, les acteurs, les producteurs. Mais il ne peut pas affronter l'injustice intime. Cette impuissance le marque plus que toutes les rivalités professionnelles. Ce moment transforme définitivement sa manière de voir le monde. Il devient encore plus sélectif, plus distant, plus froid, non par arrogance, par protection. Ce sont parfois les blessures sans ennemis qui laissent les cicatrices les plus profondes. À la fin, il ne reste pas les affiches, il ne reste pas les critiques, il ne reste pas les rivalités racontées dans les coulisses. Il reste les cicatrices. Lino Ventura n'était pas un héros lisse. Il n'était pas un homme façonné pour plaire. Il était un survivant,
Un homme qui a traversé un milieu brutal sans jamais se plier totalement. Il a été brisé par des comparaisons constantes, humilié par des décisions prises sans lui, exposé par un système qui fabriquait des icônes et détruisait des équilibres. Face à Jean Gabin, il a porté le poids d'une ombre trop grande. Face à Alain Delon, il a affronté la guerre de l'image. Face à Jean-Paul Belmondo, il a vu la génération suivante redéfinir les règles. Face à Claude Sautet, il s'est senti trahi. Face à Michel Audiard, il a perdu le contrôle de sa propre représentation. Mais ces conflits ne l'ont pas détruit, ils l'ont durci. Ils ont sculpté son regard, sa retenue, son silence. Chaque attaque l'a rendu plus fermé. Chaque humiliation l'a rendu plus exigeant. Il n'a jamais cherché à régler ses comptes publiquement. Il a choisi la distance, le travail, la loyauté envers ses principes, et puis il y a eu la vie, la douleur intime, l'impuissance face à ce qu'on ne peut pas combattre. Là, il n'y avait ni presse ni rival, seulement un homme confronté à ses limites. C'est peut-être cette épreuve qui l'a défini plus que toutes les autres. Les hommes qu'il a détestés ont contribué à forger son caractère. Les conflits ont consolidé son identité. Il n'a pas cherché à être aimé. Il a cherché à rester debout. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient.